L'Église a travaillé aux côtés des pauvres tout au long de son histoire. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Secours catholique a bien pris sa part. Tout récemment, le pape François a même reçu près de 4000 pauvres à Rome. Cette année, le Secours catholique fête ses 70 ans et voici quelques jours, l'organisation a remis son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France. La nécessité d'aider les plus démunis est toujours présente. Quels sont les nouveaux besoins des populations en rupture? Quels sont les besoins financiers et humains de l'association sur le Vaucluse? Les chrétiens sont-ils toujours aussi généreux? Mais comment évolue le travail des bénévoles? Voici quelles seront les questions que nous poserons aujourd'hui à Michel Ducrest, président du Secours catholique en Vaucluse. Effectivement, ce sera l'occasion pour nous de bien comprendre comment dans le 7e département le plus pauvre de France, il est encore possible de soulager l'exclusion, la pauvreté et bien d'autres problèmes de notre époque. Bonsoir Michel Ducrest. Bonsoir. Pour vous poser nos questions, je serai entouré de Patrick Nipiller et Henri Faucon, producteurs de RCF, et au Cross Média. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et puis enfin, pour des raisons d'organisation, cette émission a été enregistrée jeudi 17 novembre. Avant de démarrer nos questions, prenons le temps d'écouter votre parcours. Michel Ducrest, vous êtes marié, vous avez 64 ans, c'est à Lyon que vous avez effectué vos études supérieures en sciences économiques, management, gestion et coaching, avec l'obtention d'un MBA à l'EM de Lyon. Sur le plan professionnel, votre carrière s'est déroulée principalement dans le domaine des ressources humaines où vous avez tenu différents postes de direction dans le secteur privé exclusivement. À l'approche de l'âge de la retraite, vous vous êtes impliqué davantage dans le secteur associatif en prenant en 2013 la présidence du Secours catholique du Vaucluse, poste que vous occupez à ce jour aux côtés de bénévolat dans 2 autres associations à caractère social. Voilà pour votre présentation, Michel Ducrest. Alors, une question d'actualité. 50 jeunes migrants de 15 à 17 ans sont arrivés de Calais pour être logés dans le centre de vacances de La Poste à Grand-Bois. Alors, entre élan de solidarité et crainte de la population vauclusienne, quel est votre sentiment quant à la qualité de l'accueil de ces personnes dans un village au fin fond de notre département ? J'ai envie de dire que la qualité de l'accueil aurait été d'autant meilleure que s'il y avait eu une préparation. Voilà, ça s'est fait dans l'urgence. Ça s'est fait dans l'urgence. Voilà. On a un certain nombre d'informations aujourd'hui qui montrent que les premiers centres d'accueil pour les jeunes migrants, il y a la moitié des jeunes migrants qui sont déjà repartis. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une grande interrogation, une grande crainte qu'on peut avoir, parce que ces jeunes migrants, pour la plupart, sont des mineurs, théoriquement qui devraient être pris en charge par les départements et par la justice, et non pas par l'intérieur. Et donc, il y a eu une impréparation la plus complète. Il y a même certains centres dans lesquels on leur demandait d'être prêts le lendemain matin à 8 heures parce qu'ils allaient accueillir 50 majeurs ou familles. Donc, il fallait recruter des personnes qui étaient compétentes. Et on s'apercevait 2 heures avant que ce n'étaient pas des majeurs, mais des mineurs. Donc, il fallait licencier les personnes, recruter. Voilà, ça s'est fait dans l'impréparation la plus complète. Est-ce que le Secours catholique a été impliqué dans ces affaires de logement de migrants ? Alors, dans le logement, on a été dans l'hébergement, dans l'accueil. On était très impliqués, puisqu'on est présent à Calais depuis de très nombreux mois. Hein. Il y a une Mais dans le Vaucluse, sur le village de Grand-Bois, par exemple. Sur le village de Grand-Bois, non, on n'a pas été impliqués. Aucune association autre que la vôtre non plus ? C'est-à-dire qu'on est comme tous les acteurs, on est mis devant le fait accompli. Voilà. C'est-à-dire qu'on sait au dernier moment ce qui va se passer. Et parfois, c'est repoussé d'une semaine, voire c'est avancé un petit peu. Enfin, c'est vraiment une véritable cacophonie. Ce qu'il y a de certain, c'est que dès que le problème des migrants s'est posé de façon claire avec l'histoire de Calais, on s'est rapproché de l'évêché et on a participé à une cellule de base dans laquelle on accompagnait les personnes qui demandaient ce qu'ils pouvaient faire, qui se disaient disponibles. On les a accompagnés parce que l'accueil d'un migrant, c'est quelque chose de très complexe. Voilà, c'est pas, la générosité, elle est essentielle, elle est bonne, mais elle est très largement insuffisante. On accueille un migrant, on trouve un logement et puis on... Mais c'est toute la mise en œuvre de l'accueil qui est complexe. Très complexe. Et je pense qu'on ne peut pas se substituer au service de l'État. Et je pense que c'est une des... Par contre, vous pouvez être complémentaire. Exactement. Voilà. Moi, je crois qu'il faut savoir que notre rôle, il est tout petit par rapport à l'exclusion. Voilà, et il faut qu'on se rapproche de tous les partenaires qui peuvent exister sur le marché
pour qu'on soit tous les coudes les uns avec les autres et qu'on trouve chacun la solution qui est la plus adéquate. Alors, Oui, mais en même temps, on Henri Faucon. mesure que l'État est souvent défaillant et confie à des associations la possibilité de pallier ces insuffisances. Je pense notamment aux CADA qui, en général, sont gérés par des associations. Alors, c'est effectivement quelque chose qu'on constate, c'est qu'il y a un désengagement de l'État de plus en plus important sur des fonctions qui lui reviennent de droit normalement, pour des raisons budgétaires, enfin on n'est pas là pour en parler, et que ça se repose sur des associations qui fonctionnent avec des bénévoles, d'où la nécessité de plus en plus de professionnaliser la population des bénévoles, parce qu'on a de plus en plus de responsabilités qui nous engagent tous, et on ne peut pas se permettre d'avoir aujourd'hui un rôle de bénévole dans une association comme celle-là, si on n'a pas un minimum d'organisation et de savoir-faire. Alors on reviendra en fait sur le rôle du bénévole à l'intérieur d'une structure comme la vôtre, Michel Ducrest. Peut-être dernière question sur ce sujet. Que dites-vous à ceux qui disent qu'en fait nous ne pouvons pas faire plus pour ces personnes, pour ces migrants, parce que justement le Vaucluse est le 7e département le plus pauvre de France et que près de 20% de la population du département vit sous le seuil de pauvreté? Alors, pour terminer quand même sur Grand-Bois, c'est-à-dire que l'équipe de Pertuis est impliquée. Il y a un collectif d'associations et l'équipe de Pertuis est bien évidemment impliquée là-dessus. Quand on dit on ne peut pas faire plus, trop souvent, on va penser sur un plan matériel. Voilà. Et c'est clair que la première charité telle qu'on la sent ou telle qu'on la voit, ou la première fraternité, la première solidarité, on va dire il faut que je lui donne une pièce, il faut que je lui donne à manger, etc. On s'aperçoit, nous, que la grande majorité, l'écrasante majorité des personnes qui viennent à notre rencontre sont des personnes qui ont moins besoin d'un appui matériel que d'un appui psychologique, d'une écoute, d'un accueil, d'un accompagnement, d'un sourire. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on constate de façon très forte. Et ce constat, il est d'autant plus violent pour nous sur le Vaucluse qu'on a mis en place en 2016 un projet de délégation où on a, on a demandé aux bénévoles d'aller à la proximité des pauvretés sur le territoire, et on s'aperçoit que la solitude est la première cause de la pauvreté sur le territoire. Voilà, donc c'est La plus grande pauvreté n'est pas matérielle. Non. Si vous voulez, plus on va traiter la pauvreté, on risque sur le plan matériel, plus on va agir dans l'urgence, et moins on va répondre aux besoins de la personne. Voilà, et plus on va travailler dans le temps avec la personne, et plus on va lui rendre sa dignité. Alors justement, ces Patrick personnes qui ont besoin de réconfort psychologique plus que d'attention matérielle, comment connaissent-elles le Secours catholique? Comment connaissent-elles les lieux d'accueil? Comment faites-vous votre pub en fait? Je pense que la pub, elle se fait très, très facilement. Le réseau, les personnes, à partir du moment, si je prends l'exemple extrême des gens qui sont dans la rue, les personnes savent très très bien que sur Avignon, Portail-Magnanin, il y a l'accueil de jour qui ouvre tous les matins et dans lequel on répond à un certain nombre de besoins. Voilà. Ça se fait assez simplement. On est connu, si vous l'avez compris, par les pouvoirs publics. On est très souvent sollicité au niveau national pour participer à des groupes de travail. Et naturellement, les gens viennent nous voir parce que c'est Est-ce que les services sociaux, par exemple, quelquefois, dirigent les gens vers les points d'accueil du Secours catholique? En permanence. Et combien de points d'accueil en Vaucluse? 32. Les plus importants étant où? L'accueil de jour à Avignon. Qui se situe, alors donc, autant donner l'adresse. Portail-Magnanin. Et alors ça, on parle des gens qui ont besoin d'aide et les bénévoles. Pourquoi viennent-ils au Secours catholique et pas au Secours populaire, à la Croix-Rouge, à la Banque alimentaire? Je pense qu'il y a une richesse du tissu associatif en France, ce qui fait que chaque bénévole qui a une envie particulière peut trouver son compte dans une association ou dans une autre. Les gens viennent au Secours catholique parce que, d'abord, c'est pas parce qu'ils sont catholiques, parce qu'on a autant de non-croyants que de croyants. Et Vous parlez des bénévoles ou des gens qui ont besoin d'aide? Des bénévoles. La question était bien sûr oui, tout à fait. Donc on a aussi bien des croyants et des non-croyants, et dans les croyants, il y a d'autres religions que le catholicisme, bien évidemment. Et on accueille tout le monde en tant que bénévole. Voilà, le principe, c'est que on n'est pas là pour faire du prosélytisme pour telle idée ou telle autre, on est là pour être au service des personnes. Alors je rebondis sur le prosélytisme quand même, parce que vous êtes au Secours catholique, et on se dit, votre rôle n'est pas seulement que d'aider les gens matériellement, vous nous avez expliqué que vous les aidiez aussi psychologiquement, et quid de l'annonce de l'évangile, de la parole de Jésus, dans votre action? Alors, c'est difficile de répondre rapidement à votre question. Néanmoins, moi je prends une image très forte qui est l'image de Mère Teresa. Mère Teresa qui a été canonisée il n'y a pas très longtemps. Moi j'aimerais qu'elle soit la patronne des bénévoles. Je pense que Mère Teresa, dans les rues de Calcutta, elle ne cherchait pas à confesser ou à donner la communion. La première chose qu'elle faisait, elle réconfortait la personne. Je pense que notre rôle, il y a d'autres associations au sein de l'Église qui sont faites pour l'évangélisation.
Notre rôle, il n'est pas d'évangéliser. Notre rôle, il est de témoigner de l'amour que le Christ peut avoir pour chaque personne. Voilà. Et notre posture, voilà, je crois que le terme est bon, notre posture, elle est de témoigner. Voilà. On n'est pas là pour répondre à un besoin. Enfin, on n'est pas là. On n'est pas là pour évangéliser, on est là pour répondre éventuellement à un besoin spirituel quand celui-ci se manifeste. Je prends une image, en ce moment on est en train de travailler avec un groupe de marcheurs qui fait un pèlerinage à Jérusalem au printemps prochain. Ce sont des marcheurs qui sont issus, je dirais, de la rue pour une grande part. Ça fait 6 ans que ce groupe existe. Eux, ils ont une démarche spirituelle. Et à ce moment-là, nous sommes présents. Mais on n'est pas dans l'a priori sur le spirituel. Michel Ducrest, donc le Secours catholique que vous représentez sur le département a fêté ses 70 ans cette année. Il y a une semaine, le rapport annuel du Secours catholique sur la pauvreté en France a été sorti. Quelles observations faites-vous sur justement l'évolution du besoin des personnes que vous aidez, qu'elles soient personnes âgées, familles monoparentales? Je vais un petit peu me redire ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'on a de plus en plus le sentiment que les gens sont en rupture avec la société. Voilà. Ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'avoir un sourire, ils ont besoin de boire un café. Même s'ils ont faim, même s'ils... Je vais peut-être choquer certains de vos auditeurs, mais en France, même si l'état de la France n'est pas terrible, il n'y a pas des personnes qui meurent de faim. Il y a peut-être des personnes qui mangent mal, ça c'est un autre sujet, mais il y a très très peu de personnes, voire personne qui meurt de faim. Et je crois que le premier besoin aujourd'hui, il est de considérer la personne pour ce qu'elle est, en tant qu'être humain, de respecter ce qu'elle est, avec toutes les cabosses, toutes les anicroches qu'elle a pu avoir dans la vie, mais l'accueillir pour ce qu'elle est. Voilà. Et essayer de comprendre quel est son rêve, quels sont ses rêves. Certes, il y a un rêve alimentaire, logement, c'est évident, hein. Il y a un rêve financier aussi, mais pour autant, moi j'ai l'image de cet accueilli qu'on interviewait, et on essayait de lui faire dire qu'il venait nous rendre visite depuis 3 ans parce qu'il avait un colis alimentaire, mais il nous a clairement dit que c'était absolument pas pour ça. Et il a fallu qu'à plusieurs reprises, cet accueilli redise qu'il venait parce qu'il y avait un lien social au Secours catholique pour qu'on comprenne cet aspect-là. Alors je vais être un petit peu iconoclaste quand même pour remodire ce que vous venez de dire. Mais ces gens qui viennent, il y en a quand même aussi peut-être qui viennent pour boire un café tout simplement, qui n'ont pas besoin d'un réconfort psychologique ni rien. Ils sont très bien dans leur tête et avant d'aller au boulot le matin, ils vont boire un café, manger un croissant au Secours catholique. Alors comment vous faites le tri entre toutes ces personnes? Parce qu'il faut bien en faire, parce que budgétairement, vous avez une limite. Non, on ne fait pas de tri. On ne fait pas de tri, il n'y a aucun tri. Je pense que j'ai parlé du lien social. Et je pense qu'il vaut mieux parler du lien social qui est nécessaire à la personne humaine plus qu'un problème psychologique. De toute façon, on a tous des problèmes psychologiques, on est tous blessés. Hein. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'on puisse écouter les personnes et s'inscrire avec elles dans le temps. Je pense qu'on est sans doute l'association qui est la plus reconnue par l'institution publique, par l'État, comme étant ceux qui travaillent dans le temps avec les personnes que nous accueillons. Henri Faucon. Vous voulez dire qu'en fait, le projet que construit le Secours catholique doit partir non pas d'un désir de l'association, mais de la demande qui émane des personnes qui viennent frapper à sa porte. Exactement. Tout à fait. Oui. Et je pense qu'à partir du moment où on répond à cette demande, ben, on est vraiment ce que nous sommes nous, c'est-à-dire des témoins de l'amour du Christ pour toute l'humanité. Eh bien écoutez, ça sera le mot de le mot de la fin de cette première partie. C'est le moment de faire une pause et de nous retrouver avec notre invité Michel Ducrest, délégué départemental du Secours catholique. À tout de suite. Bienvenue si vous venez de nous retrouver. Nous sommes dans Tribune de Vaucluse ce soir et nous accueillons Michel Ducrest, je rectifie, le président départemental du Secours catholique, et je laisse la parole à Patrick Knipiller. Alors, la solidarité financière internationale, elle existe sûrement au niveau des associations du Secours catholique. Et est-ce que vous êtes entièrement dépendant de sources financières extérieures? Comment vous financez-vous? Alors, si je prends le budget au niveau national, on a un budget qui doit être de l'ordre de 350 millions, c'est des grands chiffres. Hein.
60% de ces 350 millions, c'est du bénévolat. C'est-à-dire qu'en fait, on chiffre la présence des bénévoles, hein, et c'est à hauteur de 60%. Et 40%, ce sont des dons que nous avons on va dire à 90% ce sont des dons, et à 10%, c'est des subventions de fonctionnement qu'on peut recevoir. Alors, les subventions viennent d'où? Par exemple, pour l'accueil de jour, on a une subvention du conseil départemental et on a une subvention de la DDCS. Est-ce que vous avez un lien organique avec le diocèse? Alors, au niveau des subventions, peut-être pas, parce que le diocèse est sûrement pas suffisamment riche, mais un autre lien organique dans votre fonctionnement avec le diocèse? On est un service de l'Église. Et Voilà, alors, quel on a lien service de avez-vous l'Église. quel lien, C'est-à-dire comment qu'on s'organise la collaboration avec le diocèse? Alors, je pense que je suis obligé de parler un petit peu de la gouvernance, si vous voulez, d'une délégation comme celle que nous avons sur le Vaucluse. Nous avons une gouvernance qui est absolument fabuleuse parce qu'on a beau être une association nationale, on a un grand pouvoir de décision au niveau du diocèse. Un grand pouvoir de décision. Voilà. C'est une grande autonomie, donc. Une grande autonomie. Et ce pouvoir, cette autonomie, elle repose, et le pouvoir de décision conséquent, enfin, qui en résulte, il est assuré par ce qu'on appelle un bureau. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune décision qui est prise par une personne. En fait, l'exercice du pouvoir sur quoi qu'on ne connaît pas. Il y a vraiment une communauté d'intérêts qui se crée au niveau de la décision. Il est pris par un bureau et à ce bureau, outre le délégué qui est salarié du Secours catholique, qui est le patron opérationnel, il y a le trésorier, le président, et un aumônier qui est nommé par l'évêque. Voilà. Et en ce moment, l'aumônier, c'est le père Jean, qui est curé in solidum du Sacré-Cœur. Donc on peut dire que le lien organique passe par l'aumônier qui est présent dans votre structure de gouvernance. Voilà. Alors, il n'empêche que sur l'aspect financier, donc le réseau Caritas, qui représente le secours catholique au niveau mondial, quel est le lien entre votre délégation du Vaucluse et Caritas lorsqu'il y a un événement qui touche tout le monde parce qu'il y a un tsunami, il y a un tremblement de terre, et quelle est votre participation à ce niveau-là? Alors, moi, j'ai envie de prendre l'exemple de ce qui s'est passé à Nice il y a un petit peu plus de 12 mois concernant les inondations. Pendant 3-4 jours, ça faisait la une des télévisions, on en parlait partout. On voyait tous les politiques, on voyait toutes les institutions qui étaient présentes, etc. Et au bout de 3-4 jours, plus personne n'en parlait. Et à ce moment-là, le Secours catholique rentre dans la danse. Et pendant 3 mois, nous avons eu des équipes, on a eu jusqu'à 300 bénévoles qui étaient présents sur Nice tous les jours. Pendant 3 mois, on a rendu visite à toutes les personnes qui ont été sinistrées. Voilà. Et je pense que c'est un petit peu la belle image qu'on peut avoir de ce qu'on peut faire au niveau de l'international. C'est-à-dire que plus on va parler d'un événement, et moins le Secours catholique va être présent, parce qu'il n'a pas sa place à ce moment-là. Voilà. Nous, notre place, elle est dans le temps. Voilà. Et donc, on va intervenir, soit parce qu'on ne parle pas d'un phénomène. Voilà. Très souvent, les équipes se mobilisent sur le territoire pour aider un projet bien particulier parce que personne n'en parle, soit parce qu'il y a effectivement une action dans le temps qui est nécessaire à la suite d'une très très grande catastrophe. Alors on parle Henri C'est Faucon. très évangélique parce que vous travaillez dans l'humilité, là. Complètement, oui, mais on travaille, voilà, dans l'humilité peut-être, mais ça nous importe Mais en peu. profondeur. Exactement, voilà, et on est reconnu par les services de l'État justement pour cette continuité. On est les seuls à le faire. Voilà, on compte pas notre temps. Patrick Alors, Nippeler. vous parlez d'une action que vous avez menée à Nice. Finalement, quels sont les types d'actions que vous menez au Secours catholique? Donc, on a compris qu'il y avait un accueil de jour et puis que vous recréiez un lien social des gens qui sont un peu déshérités. Mais quel autre type d'action menez-vous au Secours catholique? Alors elles sont multiples parce que ça dépend à la fois Les principales. ça dépend à la fois de la pauvreté du territoire. Alors, on est en Vaucluse, parlons Ouais. du Vaucluse. Alors sur le Vaucluse, mais c'est vrai que l'équipe qui est à Pertuis n'a rien à voir avec celle qui est à Cavaillon et celle qui est à Valréas. Voilà, parce qu'il y a des territoires qui sont différents. Il y en a certains qui sont complètement excentrés, qui sont sinistrés sur le plan géographique. Et il y en a d'autres qui sont mieux lotis ou moins bien lotis sur tel autre sujet. Donc ça dépend des pauvretés locales et ça dépend aussi de la manière dont l'équipe est constituée. C'est-à-dire que quand on a des bénévoles qui viennent, ils viennent avec leur savoir-faire, leur expertise, et donc on va s'appuyer là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on est très ouvert. Alors, pour répondre quand même plus précisément à votre question, je pense qu'on est de plus en plus sollicité, quelle que soit l'équipe, par les pauvretés de notre époque, qui sont relatées dans ce fameux rapport sur la pauvreté que vous évoquiez, que le Secours catholique sort depuis la 35e année, et sur lequel le gouvernement nous écoute. On est de plus en plus sollicité par les formes d'exclusion qu'on peut trouver, c'est-à-dire c'est la précarité familiale, c'est la précarité professionnelle, voilà, les chômeurs, et on reçoit de plus en plus de femmes seules. La précarité familiale, c'est quoi? La précarité familiale, c'est des femmes seules, c'est des parents isolés, C'est les familles c'est monoparentales. des familles monoparentales, voilà, et on est frappé de voir le nombre de femmes seules avec enfants qui sont complètement dépassées par ce qui leur arrive, complètement dépassées.
qui sont complètement en marge de la société. Dans des quartiers, vous avez des pourcentages qui sont énormes de femmes seules, je dirais, qui sont dans la précarité. Et quand vous dites que vous êtes écouté par le gouvernement parce que vous sortez depuis 35 ans ce rapport, de quelle façon est-ce qu'ils écoutent vos préconisations? Et par exemple, sur ce problème précis des familles monoparentales, quelles sont vos préconisations pour pouvoir les aider ou pour que le gouvernement fasse quelque chose? Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous répondre de façon précise à la question précise que vous posez sur les familles monoparentales. Je pense que, là on parle au niveau national, nous faisons ce que nous appelons l'action institutionnelle, du plaidoyer. Hein. C'est-à-dire que quand on reçoit une personne, on tient une fiche, toutes ces fiches-là sont remontées au niveau national et donnent lieu au rapport sur la pauvreté. Et quand on s'aperçoit qu'une situation se répète trop souvent, à ce moment-là, on monte une action, on monte un plaidoyer, et on va dans les bureaux des gouvernements qui sont concernés, et on va porter cette parole-là. Voilà. Et il y a des choses qui se font. Je prends 2 exemples. Il y a eu des problèmes sur les intérêts bancaires pour des personnes qui n'avaient pas d'argent et voilà, les comptes étaient à zéro, il y avait des intérêts bancaires. Il y a eu une loi qui a été votée, je crois, au début des années 2000, qui fait que, en fonction de la situation financière de la personne, ces intérêts bancaires ne sont plus facturés de la même manière. Voilà, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est concerne les factures énergétiques. Hein. Il y a EDF qui a mis en place une cellule pour faire en sorte que les impayés énergétiques des personnes qui étaient dans la précarité soient traités différemment. Voilà. Donc, ce qu'on appelle le plaidoyer. Henri Il Faucon. s'agit moins de préconisations, en l'occurrence, que d'appel aux consciences. On essaye effectivement de jouer un rôle de formation, effectivement, par rapport à mais pas dans les grandes idées. C'est des grandes actions sur des faits bien précis que nous rencontrons. Un dysfonctionnement, et on appelle les consciences à justement prendre conscience de ce dysfonctionnement. Oui, complètement. Patrick L'exemple de Calais aussi, hein, je pense que le gouvernement a repoussé de nombreuses fois le démantèlement de Calais, parce que le Secours catholique, avec d'autres associations, déposait des requêtes devant les tribunaux pour non-respect de telles réglementations, de telles législations. Patrick Nippeler. Parmi tout votre panel d'activités, est-ce que vous êtes amené à accueillir du public qui souffre d'addictions importantes? Bon, on pense à l'alcool, mais on pense aussi aux drogues.